Bonjour à tous et merci d'être sur Gabon 24. Gabon Oil Company, la Société nationale des hydrocarbures, vient de tenir son premier conseil d'administration, du moins avec la nouvelle équipe dirigeante. Et pour être précis, c'était le 28 juillet dernier. Ce tour de table a permis aux administrateurs de passer en revue les 12 premiers mois de cette nouvelle gestion, de la nouvelle équipe dirigeante, à la tête de laquelle se trouve Arnaud Calixte Nganji Alanji, de l'exploration, production et exploitation et la gestion des participations de l'État gabonais. La casquette multidimensionnelle a emmené l'entreprise à traverser une zone de turbulence. Il semble aujourd'hui que tous les voyants sont ouverts et que les responsables de cette entreprise peuvent envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. L'équilibre financier est-il définitivement trouvé? Quelles sont les nouvelles stratégies de repositionnement? Vers quel secteur vont s'orienter les investissements? Autant de questions que nous allons aborder au cours de cette émission avec Arnaud Nganji, le directeur général de Gabon Oil Company, qui est notre invité. Mesdames, Messieurs, voici Décryptage. Retour sur ce plateau, Monsieur Arnaud Calixte Nganji Alanji, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24. Alors, l'on sort justement de ce conseil d'administration qui vient de se tenir le 28 juillet dernier de l'entreprise à laquelle vous présidez aux destinées. C'est, il faut le dire, une entreprise qui vient de vivre une restructuration avec cette baisse des salaires jusqu'au taux de 65%. Et pourtant, ça n'a pas fait grand bruit dans le pays. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de mouvement d'humeur. Quel est votre secret? Non, ce n'est pas un secret. Je pense que lorsque une entité telle que la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, c'est comme ça que j'aime à l'appeler, a du conseil d'administration aux employés des personnes qui regardent dans la même direction, qui ont la même vision des objectifs à atteindre pour l'entreprise, le dialogue social ne peut être que de qualité. Donc, ce conseil d'administration consacrait les 12 premiers mois de l'équipe de direction qui a été restructurée au sortir du départ de mon prédécesseur, et donc je tenais déjà à saluer l'ensemble des administrateurs de la Gabon Oil Company, ainsi que les plus hautes autorités pour la confiance qu'ils ont placée en ma modeste personne. La restructuration visait, au-delà des salaires, également une réduction des charges de fonctionnement. La GOC avait une vie un peu démesurée, si je peux me permettre, avec des loyers annuels de près d'1 milliard de francs CFA pour les bureaux. Des salaires mirobolants également? Mirobolants, peut-être pas, mais du moins qui n'étaient pas en ligne avec les revenus de l'entreprise. Donc notre premier exercice a été de reprendre la main sur nos charges de fonctionnement. Et je voyais tout à l'heure sur le Flash Info les discussions autour de la société civile sur la prévention des crises, et je pense que l'un des conseils qui a pu leur être donné lors de ces échanges serait essentiellement de toujours maximiser la transparence avec les partenaires sociaux. Donc ce que nous avons fait, nous sommes assez fiers de l'attitude responsable de nos employés, parce que les négociations ont duré 2 heures, à tout casser. Pourquoi 2 heures d'horloge? Parce que nous avons accepté une baisse de salaire de 65%. Oui, parce que nous n'avons pas caché quoi que ce soit. Nous avons montré du respect et de la considération pour nos employés. Nous leur avons présenté la situation de l'entreprise sans faux fuyant, sans faux semblant. Et devant la gravité de ce que nous traversions tous, les employés ont même été beaucoup plus loin. Lorsque nous avons eu à faire les calculs de dédommagement pour ceux qui devaient perdre des salaires, ce sont eux qui ont proposé des mesures qui devaient faire économiser de l'argent à l'entreprise. Pour vous dire à quel point, lorsque l'on a
lorsqu'on affiche cette posture de respect pour nos partenaires sociaux, comment ils peuvent derrière vous apporter des solutions qui font que vous puissiez facilement atteindre vos objectifs. Donc c'était pour moi l'occasion de leur réitérer ma gratitude et ma reconnaissance pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié tout au long de ces 12 premiers mois, de la part surtout des employés de la GOC qui ont su m'accompagner dans une phase qui pouvait être très, très perturbée. Alors, M. Ngandji, au sortir toujours du même conseil d'administration, aujourd'hui, les clignotants sont au vert. C'est quand même assez curieux lorsqu'on sait que votre entreprise enregistre au niveau des résultats, enregistrait des pertes de 25 milliards de francs CFA par an. Okay, là encore, je suis tenté de vous poser la question, quel est votre secret? Je ne vais pas entrer dans des débats de chiffres. Il est sûr et certain que la Gabon Oil Company a connu les 3 dernières années assez perturbées. Derrière, je veux préciser que lorsqu'on dit nous sommes revenus à l'équilibre financier, il s'agit ici de dire qu'aujourd'hui nous pouvons nous-mêmes financer notre fonctionnement. Nous gagnons l'argent que nous dépensons pour faire tourner l'entreprise, mais il n'en demeure pas moins que dans l'exercice de bonne gouvernance qui nous a été confié, et selon les instructions du président de la République, chef de l'État, au-delà de gagner ce que vous dépensez, il faut aussi dépenser juste. Donc nous sommes maintenant dans la deuxième phase qui est le dépenser juste. Est-ce que la ressource que nous utilisons à telle ou telle fonction, même si nous pouvons la payer, est-ce que c'est le salaire qui devrait être offert pour cette ressource? Est-ce que le train de vie qui est le nôtre, parce que on a quand même connu des époques où les dépenses étaient un peu somptuaires avec des déplacements en jet privé et autres. Donc, est-ce que ce que nous faisons, au-delà du fait que nous puissions nous l'offrir, est en ligne avec les instructions des plus hautes autorités qui nous commandent de gérer la ressource publique avec beaucoup plus de rigueur et de sérieux. Donc oui, aujourd'hui, la GOC n'est plus en danger de cessation de paiement, la continuité de nos activités est garantie, mais nous continuons avec nos employés et le conseil d'administration, mais surtout avec le soutien vraiment total des autorités de tutelle que sont le ministère de l'économie et le ministère du pétrole, qui nous accompagnent dans nos efforts pour maintenant aller vers le qualitatif. On vient de finir un exercice qui est vraiment taillé dans la roche en coupant les dépenses inutiles. Et maintenant, on va aller vers l'exercice suivant qui est celui de dire, OK, maintenant, est-ce que la dépense est de qualité? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire aussi bien avec moins de moyens? Alors, M. Ngandji, je ne vais pas tout de suite sortir justement de cette période. Je voudrais quand même rester sur les 25 milliards de pertes par an. Aujourd'hui, vous avez atteint cet équilibre. Mais dans ces 25 milliards-là, est-ce que cela a été dû à des choix hasardeux au niveau de l'investissement ou alors même, est-ce qu'il y a eu des détournements de fonds? Écoutez, vous allez avoir un peu des deux, mais quand on dit 25 milliards de pertes, c'est surtout pour dire que les dépenses n'avaient pas leur corollaire qui serait les recettes. Voilà, donc on avait des dépenses en investissement, en dépenses en fonctionnement, même au-delà d'ostentatoire, juste des dépenses de fonctionnement. Il fallait payer les salaires, il fallait payer les produits que l'on utilisait sur les sites qui étaient en développement, qui ne produisaient pas. Malheureusement, lorsque vous regardez, et je ne vais pas, je vais quand même dire un petit mot pour l'ancienne équipe dirigeante, il faut comprendre que cette équipe arrive dans un monde où le baril se vend à 120 $. Et de l'année de création qui est 2011 à 2012, on est à 120 $. En 2013, on passe à 60, 50, 40. On a la crise la plus longue que le secteur pétrolier ait connue, non seulement dans sa durée, comme disait le monsieur le secrétaire général de l'OPEP hier dans nos locaux, mais également dans sa profondeur. À un moment, on a perdu 80% sur les cours du baril. Donc, l'équipe qui avait des projets à 120 $, quand elle se retrouve dans un environnement à 45, il est évident que tout de suite, votre modèle économique est déstructuré. Donc, les pertes ne sont pas des pertes nécessairement qui disaient que les équipes gaspillaient ou dilapidaient de l'argent, mais que les choix d'investissement n'ont pas été les bons parce que derrière, nous n'avons pas eu la production qui allait avec. De l'autre côté, oui, nous avons, lors de l'audit mené dès ma prise de fonction, constaté certains manquements. Des audits qui avaient été refusés par l'ancienne équipe.
Oui, chacun sa gestion. Mais au-delà de ça, ce que nous avons constaté, c'est que certains contrats, certains paiements ne répondaient pas aux critères d'orthodoxie financière qu'une société qui est quand même le premier pourvoyeur de fonds de la République devrait montrer. Donc, mais nous avons pris action. Je pense que notre rôle à nous aussi, c'est de défendre les intérêts de l'entreprise. Donc, nous avons une série d'actions en justice qui ont été initiées contre les personnes ou les entités que nous pensions devoir poursuivre pour leur rôle dans la situation que nous avons trouvée. Et nous laissons la justice faire son cours plutôt que d'entrer dans des discussions qui ne seraient à l'honneur de personne, parce que tant que la justice ne s'est pas prononcée, je me garderai de citer qui que ce soit ou de dire ce qui s'est fait. Peut-être qu'il y avait certainement des raisons pour ce qui a été fait à ce moment. Alors, aujourd'hui, il y a certaines critiques qui vous sont quand même formulées, hein, notamment, il se dit que vous sortez plus ou moins de votre champ d'action, que vous vous dispersez dans vos choix en termes d'investissement. L'on parle notamment d'immobilier, on parle également de création de filiales. Qu'en est-il exactement? D'accord. Vous savez pourquoi les gens se retrouvent inquiétés par les choses ou les actions comme Mamba? C'est parce qu'on veut souvent aller plus vite que la musique. Vous arrivez dans un quartier, vous voyez un immeuble de 15 étages et vous voulez le même le lendemain, sans jamais vous demander mais quel est le cheminement que l'autre a suivi pour arriver à faire ces 15 étages. Peut-être qu'au niveau du soubassement, il s'est arrêté pendant 10 ans avant de monter les étages. Peut-être qu'après avoir monté les étages, il a fait encore 5 ans avant de pouvoir équiper. Donc, ce que nous disons, c'est que le citoyen qui regarde notre secteur de l'extérieur a cette vision de la Société nationale des hydrocarbures en train de forer, en train d'explorer, en train de produire, de gérer un champ. Mais ce qu'ils doivent se comprendre derrière, c'est que gérer un champ et maintenir un niveau de production implique des investissements continus. Nous avons aujourd'hui le champ de Mbumba, il nous faut 50 millions de dollars pour améliorer le niveau de production du champ. Il nous faut 5 milliards de francs CFA par exemple chaque année pour maintenir la production au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Donc nous avons une responsabilité qui est nationale et c'est celle de dire ces 50 millions de dollars ou ces 5 milliards par an, à quoi est-ce que nous pouvons les utiliser au mieux? Est-ce que nous avons envie de nous lancer dans des opérations à risque telles que l'exploration-production? Ces 50 millions de dollars viendraient du trésor public. Alors, au moment où vous avez les régies financières qui réclament des arriérés de primes, où vous avez des structures qui ont besoin de soutien financier, il nous apparaît irresponsable d'injecter 20, 30, 40 milliards de francs CFA dans des activités dont le risque est certain, pour lesquelles vous n'avez aucune garantie de succès derrière. Parce que l'exploration, c'est ça, c'est de l'exploration. Vous explorez, vous injectez des ressources et vous n'avez pas la garantie derrière que vous allez produire. Donc, nous sommes sur ces deux modèles qui est celui de dire est-ce que nous avons les ressources nécessaires de notre actionnaire unique qui est l'État? Est-ce que l'État peut suivre tant en volume mais aussi en décaissement? Parce que vous allez avoir besoin d'1 milliard tous les mois, par exemple. Est-ce que le trésor public va suivre? Donc, ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle est plutôt de dire, soyons prudents, soyons responsables, allons-y pas à pas. On se compare à Sonangol, on se compare à Petronas, mais Sonangol, c'est 1976, la création. Donc là encore, l'image de l'immeuble de 15 étages, on regarde Sonangol en 2017, mais on ne voit pas que c'est depuis 1976 que l'entreprise existe. Quel est le cheminement qu'ils ont suivi? Donc nous avons plutôt opté pour une option qui est différente, c'est celle de dire, si nous avons aujourd'hui 5 milliards de francs CFA, il vaut mieux sortir des opérations à risque, céder une partie de nos intérêts sur les champs et gérer juste les participations financières, à savoir tirer les revenus de ces champs, de ces différentes opérations, sans avoir le risque opérationnel associé. De ce fait, vous avez donc une manne financière sur les bras que vous devez utiliser au mieux pour l'intérêt de l'État. Mais Monsieur le Président de la République, dans son plan stratégique Gabon émergent, a dit que le pétrole doit être le moteur de l'émergence. Nous sommes, nous, le moteur de l'émergence. Et l'émergence, c'est également la diversification. Donc, dans un premier temps, ce que nous disons, c'est que plutôt que de risquer ces 5 milliards ou X milliards de francs CFA dans des opérations à risque dont nous ne maîtrisons pas l'issue, nous allons les réinjecter dans des secteurs porteurs de l'économie et générer suffisamment de cash
pour que dans 4, 5, 6 ans, lorsque nous aurons une surface financière suffisamment grande, nous pourrons désormais nous engager dans des opérations un peu plus risquées, mais cette fois-ci sur nos fonds propres, pas sur les fonds publics. Donc là, nous voulons d'abord constituer une base de fonds propres suffisamment grande pour que demain, lorsque nous allons en opération, nous pourrons être autonomes. Et vous avez opté pour l'immobilier et la création de filiales? L'immobilier, c'est vraiment une niche. Nous avions un partenaire qui a une commande de 6 800 logements et il lui fallait un partenaire pour acheter une usine qui peut sortir 10 000 logements par an. Cette usine nous coûte 1 milliard de francs CFA pour un marché captif de 200 milliards de francs CFA. Sur le long terme, c'est sur 3 à 5 ans, ce n'est pas... Mais voilà une opportunité que nous avons préféré saisir en se disant « Ok, on a un peu de trésorerie, il y a cette opportunité, on l'a saisie en créant une filiale qui va s'occuper de ces activités. Nous gérons juste nos participations. » De l'autre côté, on nous compare souvent à Dubaï, on va nous comparer à la Corée du Sud, on va nous comparer à certains pays émergents aujourd'hui ou bien qui ont émergé, mais toujours sans regarder l'histoire. La Corée du Sud a été construite sur ce qu'on appelait les chaebol. C'est le pendant coréen des zaibatsu des Japonais. Ce sont des entreprises qui ont des liens interconnectés de participation dans des activités multiples. À savoir, vous êtes en exploration-production, vous prenez des participations dans la société qui fait la maintenance chez vous, vous prenez des participations dans la société qui fait le transit ou bien qui fait le transport et la logistique pour vous, vous prenez des participations dans toutes les filiales qui gravitent autour de votre activité principale de façon à capter la valeur que ce secteur dégage parce que dans le temps morose qui est le nôtre, c'est surtout dans les activités connexes que la valeur ajoutée se trouve. Donc là encore, nous restons dans le modèle qui est simple, c'est de dire nous prenons des participations dans des activités connexes aux nôtres et nous ne faisons que manager les revenus financiers sans avoir le risque opérationnel. C'est vraiment juste un choix entre prendre un risque opérationnel et juste une gestion de participation prudente en attendant d'avoir les épaules suffisamment larges et robustes pour porter nous-mêmes nos propres activités. Alors, au chapitre des stratégies nouvelles, l'on parle de la Corée et du Japon. Vous pouvez expliciter ? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la Corée est un modèle brillant. Lorsque vous regardez où était la Corée, au moment où nous, on était dans notre essor, vous voyez bien le chemin qu'ils ont parcouru. Et ce chemin a été vraiment porté par des groupes, Samsung, Hyundai, qui sont des groupes qui faisaient comme ce que nous essayons de faire aujourd'hui, contrôler un maximum des services ou des activités autour de leur activité principale, et ce sont eux qui portaient la croissance de la Corée. La même chose au Japon, ce sont les Zaibatsu, ce sont les Mitsubishi et autres qui portaient la croissance du pays parce qu'ils essayaient d'avoir un contrôle central de toute l'activité avec la valeur ajoutée autour, et c'est ce que nous essayons modestement de répliquer au niveau national en ayant GOC au cœur avec des participations dans tous les services connexes. Sinon, ce que vous allez avoir, c'est ce qu'on nous fait depuis 60 ans. Vous avez une société internationale qui opère au Gabon, elle va avoir un contrat de forage. Au lieu d'aller chez Foraserve, on va vous faire venir une société de forage internationale. Le contrat est un contrat signé entre deux entités offshore. Le Gabon ne voit aucune valeur ajoutée de ce contrat. Les virements se font entre l'Angleterre, la Chine, le Japon, la France, sans jamais même transiter par un établissement bancaire gabonais. Et nous, notre rôle, c'est justement de maximiser la captation de la valeur ajoutée que le secteur pourrait dégager, autour au moins de notre entreprise. Alors, sur le plan social, l'on note également une intense activité qui fait de vous aujourd'hui, je ne dirais pas un pilier, mais une entreprise ayant une énorme responsabilité sociétale. Oui, vous savez, lorsque, il y a un peu moins d'un an, j'étais sur ce plateau en tant que porte-parole du candidat de l'époque, aujourd'hui le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Mais au-delà du rôle de porte-parole, j'étais quand même très présent sur le terrain politique. Meeting dans les quartiers, discussions avec les populations. Et de là, tous ceux qui ont réellement fait campagne, qui se sont réellement impliqués dans la campagne présidentielle, quel que soit leur bord politique, ont quand même retenu un certain message que les populations nous lançaient. C'était vraiment, et c'est en ligne avec ce que le président de la République nous disait, c'est de rendre la dignité à nos populations, éviter de les utiliser
à de viles tâches et essayer de les accompagner dans l'entrepreneuriat, dans l'autonomisation. Et c'est ce que nous faisons. Nous le faisons à telle enseigne que ces 15 derniers mois, nous avons accompagné la création d'une quarantaine de petites et moyennes entreprises ou de projets associatifs générateurs de revenus. Et nous en sommes assez fiers parce qu'aujourd'hui, ça fait qu'autour du personnel de Gabon Oil Company, nous avons entre 400 et 450 salariés qui gravitent autour des entités que nous avons ainsi pu créer parce que nous sommes fidèles à la politique du chef de l'État qui demande à ce que nous rendions à nos compatriotes leur dignité en les autonomisant, en les formant. Vous leur avez donné de l'argent pour créer ces entreprises? On ne donne pas d'argent. 9 fois sur 10, ce que nous faisons, c'est que nous regardons le projet, nous l'analysons et nous finançons, à savoir s'ils veulent une machine à coudre, eh bien, nous achetons la machine à coudre et nous la leur remettons. Mais nous allons un peu plus loin parce que certaines des entreprises que nous créons, lorsque le potentiel est très important, surtout en matière de création d'emplois, nous les accompagnons en termes de gestion pendant 3 ans. Nous leur offrons tout ce qui est gestion, finance, gestion financière de l'entreprise. Nous avons un cabinet, toujours d'une jeune compatriote, avec lequel nous travaillons, qui les accompagne pendant cette période pour tout ce qui est facturation et ainsi de suite, de façon à ce qu'au bout de 3 ans, lorsque nous rompons ce lien ce cordon ombilical avec ces entités, elles soient désormais autonomes et les gens soient outillés. De même qu'avec Junior Achievement, nous avons un contrat annuel avec Junior Achievement qui les accompagne aussi dans tout ce qui est gestion de projet. Donc nous avons beaucoup d'espoir sur ces entités parce que des 40, nous avons déjà quelques prémices. L'une d'elles nous a contacté il y a 3 jours pour dire qu'elle venait faire dans le ramassage d'ordures à la carrière d'Ovendo. Et le président de l'association, M. Magloire Obiang, nous a contactés pour nous dire qu'il venait de décrocher un marché avec la CETRAG pour le ramassage d'ordures le long du chemin de fer. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on leur donne une vision et un peu d'encouragement, ils savent se prendre en main. Et tout ceci se fait en l'espace de 12 mois 12 mois, tambour battant, mais 12 mois où nous essayons, comme je vous disais, tant que faire se peut. Nous ne communiquons pas beaucoup dessus parce que... C'est justement la question que j'allais vous poser. Vous savez, il y a un pionnier de la communication qui disait si vous ne dites pas ce que vous faites, d'autres diront ce que vous ne faites pas. Avec tout ce que vous venez d'égriner, on constate quand même que vous restez réfractaire ou alors vous êtes hermétique à la communication. Même pas, c'est que... comment illustrer ça? Vous avez entendu parler de l'orphelinat de Kingele, une dame extraordinaire qui nous a quittés. Et lorsque cette dame nous a quittés, nous avons dépêché nos équipes sur le terrain pour voir ce qui allait advenir de ces orphelins. Et de manière très satisfaisante, nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient tous été redéployés dans d'autres centres d'accueil, à l'exception d'un seul, qui lui avait dépassé l'âge d'accueil, il avait plus de 21 ans, mais il était là depuis l'âge de 9-10 ans. Et 11 ans plus tard, il était à l'université, en 2e année d'université et avec de très bons résultats scolaires. Donc, il se retrouvait là par le fait du hasard ou bien de Dieu, on va dire, dans une situation précaire. Et ce que nous avons fait, c'est que, vu qu'il est en cours du soir, nous avons une politique de contrat d'alternance. À savoir, lorsque vous étudiez la compta, et nous vous prenons dans notre service comptabilité à une demi-journée, vous gagnez environ... Il est salarié? Il est salarié, mais dans un cadre que nous avons avec l'ONE, qui fait que vous allez gagner 30-35% du salaire plein. Chez nous, c'est environ 250 à 300 000 francs CFA par mois. Donc nous lui donnons ce salaire-là. Nous lui donnons derrière l'expérience professionnelle dans le métier pour lequel il est en train d'être formé. Et au finish, il peut continuer à se prendre en main. Mais notre problème avec la communication, c'est toujours la notion de dignité. Nous ne voyons, nous, à GOC, aucune valeur à venir pointer des caméras télé sur lui et nous repaître de sa situation précaire. Ça n'honore personne. Nous ne sommes, c'est vraiment pas notre leitmotiv de mettre comme ça la misère des gens ou bien leurs difficultés en lumière pour s'attirer de la gloire. Nos dettes sont avec Dieu et pas avec les hommes. Donc ce que nous faisons, nous essayons de le garder très sobre, très élégant, de façon à ne pas froisser la dignité de ceux que nous accompagnons.
et nous n'allons pas changer de politique demain parce que ce n'est pas le but de la manœuvre. Alors, monsieur le directeur général, nous allons rapidement, vraiment rapidement, aborder le tout dernier volet de ce décryptage, à savoir vos perspectives. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ligne directionnelle que vous avez tracée dans le fonctionnement de votre entreprise. On parle du Canada, on parle de la Russie. Pourquoi ces choix stratégiques? Écoutez, comme je vous disais, nous avons donc décidé d'utiliser Gabon & Company au départ pour faire des coûts financiers, accroître notre capacité à nous autofinancer dans nos projets avant de nous lancer dans des projets à risque. Donc, dans cette optique, nous avons décidé de nous désengager des champs que nous avons en propre et de les céder à des partenaires. Donc, sur le Canada, nous avons la société Touchstone avec laquelle nous sommes quasiment en fin de négociation. On a signé le protocole de cession. On attend maintenant la validation des autorités administratives pour pouvoir le leur céder. Et du côté de la Russie, on a la société d'État, Zaru Brezhnev, avec laquelle, en septembre, nous devrions avoir un accord pour céder le champ de Mbumba. Juste pour diversifier nos partenariats, en fait. On connaît un peu les valeurs du Canada en termes de rigueur dans la gestion de la chose publique. Donc, nous essayons comme ça de changer d'actes stratégiques et de partenariats stratégiques pour voir aussi ce que les autres peuvent nous apporter. Du côté de la Russie, on a un partenaire qui est très fort. Ils sont spécialisés dans ce genre d'accompagnement de sociétés d'État. Ils l'ont fait au Vietnam, ils l'ont fait au Maghreb. Donc, nous voyons quand même au Moyen-Orient, nous voyons quand même là quelqu'un, une entité sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour avoir un peu d'expertise et de compétences. Pourquoi? Parce que dans l'accord avec ces sociétés, le personnel de GOC passe sous leur supervision. Et donc, ça allège encore une fois de plus nos frais de fonctionnement. Personne n'est licencié. Ils ne sont pas licenciés. Il reste du personnel GOC employé par ces entités. Donc, ces entités les louent chez nous. On fait un peu de la mise à disposition. Pourquoi? Parce qu'à terme, ça leur permet de construire l'expérience dont nous avons besoin dans 5 ans. Lorsque nous allons nous lancer dans nos propres opérations, on aura utilisé ces activités-là pendant 5 ans pour accroître le niveau de compétences et d'expertise de notre personnel, même si nous en sommes très fiers. Vous savez que Gabon & Company, c'est 100% de Gabonais. Et jusqu'ici, tout se passe pour le mieux. Mais la formation continue, c'est aussi ça notre leitmotiv, nous assurer que nos collaborateurs arrivent à un niveau d'excellence tel que nous puissions, dans 5 ans, être des partenaires dignes de nos amis internationaux qui viennent au Gabon. Arnaud Calix Nganji Alangi, directeur général de Gabon Oil Company, la Société nationale des hydrocarbures. Il était question, mesdames, messieurs, de discuter autour des thématiques relatives au fonctionnement de cette entreprise qui, après cette période de turbulence, relance ses activités. Merci d'avoir été avec nous. Décryptage, c'est terminé. Surtout, restez sur Gabon 24.